Je m'appelle Matteo Del Valle et vous êtes sur Realidad Prohibida. Aujourd'hui, je ne vous demande pas de vous abonner. Je vous demande d'écouter. Car certaines histoires ne recherchent pas des likes. Elles recherchent un témoin. Et celle-ci en fait partie. Si vous pensez qu'il existe des vérités qui doivent être révélées, aussi sombres soient-elles, alors vous êtes au bon endroit. Restez, écoutez, et n'oubliez pas, car l'oubli est complice de l'horreur. Au cœur de Sinaloa, il y a un village que le temps a oublié, un lieu de poussière et de soleil. Des rues sans nom et des maisons qui s'appuient les unes sur les autres pour ne pas s'effondrer. Dans ce village, le silence n'est pas synonyme de paix. C'est un secret gardé de force. Et au centre de ce village, il y a une maison. Une maison à la façade blanche, avec des géraniums violets aux fenêtres. Une maison qui souriait au soleil. Une maison qui mentait. Isadora y vivait. Une veuve respectée. Toujours avec un mot gentil, un geste de charité. La voisine parfaite. La mère exemplaire. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Isadora avait 2 enfants, Juliane et Valeria, frères et sœurs, presque jumeaux, disaient certains, inséparables. Leurs ombres se déplaçaient toujours ensemble dans les rues poussiéreuses. Personne ne les voyait jouer avec d'autres enfants. Personne ne les entendait rire. Leur monde était la maison à la façade blanche. Leur univers était leur mère. Et leur loi était la folie d'Isadora. Les voisins murmuraient, bien sûr qu'ils le faisaient. Ils voyaient les enfants, déjà adolescents, marcher main dans la main, une main qui n'était pas celle de frères. Ils voyaient leur regard, une dévotion qui brûlait trop fort. Mais dans des villages comme celui-ci, les gens apprennent à ne pas voir, à ne pas poser de questions. La normalité est une couverture fragile, et personne ne veut être celui qui la déchire. La vie continuait. Le soleil se levait. Les géraniums fleurissaient. Et à l'intérieur de la maison, l'horreur prenait racine. Jusqu'au jour où le mensonge devint trop grand, trop lourd. Et la façade blanche commença à se fissurer. La première fissure apparut un dimanche matin, le jour du mariage. Isadora habilla Valeria de blanc. Une vieille robe, la sienne, ajustée avec des épingles. Elle habilla Juliane avec le seul costume de son défunt mari. Il était trop grand pour lui. Cela donnait à ses épaules l'apparence de celle d'un épouvantail. Elle les conduisit dans le salon. Il y avait un crucifix au mur et 2 bougies. « Aujourd'hui, vous vous unissez devant Dieu », dit Isadora. Sa voix était calme, terriblement calme. Juliane regarda Valeria. Ses yeux ne reflétaient pas l'amour. Ils reflétaient une profonde panique, une supplication silencieuse. Valeria tremblait. La robe de mariée était un linceul. « Juliane, accepte Valeria comme ton épouse. » Le garçon ne répondit pas. Sa gorge était nouée par la poussière et la peur. « Accepte !» cria Isadora. Le calme fut rompu. Pendant une seconde, le masque tomba. Et ce qui se cachait dessous était quelque chose d'ancien et de terrible. Juliane acquiesça. Une larme roula sur sa joue. « Valeria, accepte Juliane comme ton époux. » Elle murmura un « oui » qui n'était qu'un souffle. Isadora sourit. Un large sourire, satisfait. Elle joignit les mains. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Dehors, un chien aboya. Le soleil de Sinaloa brûlait la terre. Et dans la maison aux géraniums violets, la normalité était devenue un blasphème. Cette nuit-là, un voisin entendit des pleurs. Ce n'étaient pas les pleurs d'un enfant. C'était pire. Le son d'une âme qui se brisait. Mais le lendemain matin,
il vit Isadora arroser ses fleurs. Elle lui sourit. Et le voisin baissa les yeux et continua son chemin. Car dans les villages oubliés de Dieu, il est parfois plus sûr d'être aveugle, sourd et muet. À 100 kilomètres de là, en ville, un homme nommé Ricardo remplissait un formulaire. Docteur Ricardo Montes. 32 ans, idéaliste. Il venait d'être affecté à un service rural obligatoire. Un point sur une carte. Un village sans nom officiel. Pour lui, c'était une opportunité. Pour le système, c'était une case cochée. Ricardo est arrivé dans un bus qui crachait de la poussière. Le village l'a accueilli dans un silence pesant. Des yeux le regardaient derrière les rideaux. Des portes se fermaient à son passage. Ce n'était pas de l'hostilité, c'était quelque chose de plus ancien. De la méfiance. Il installa son petit cabinet dans une pièce attenante à l'église. Ça sentait l'humidité et les vieilles bougies. Les premiers jours furent calmes. Il soigna des coupures, traita des fièvres, distribua des analgésiques. Il se sentait inutile. Un acteur sur une scène vide. Il décida de faire des visites à domicile. Un recensement de santé, comme il l'appelait. Une excuse pour voir ce que cachaient les rideaux. Sur sa liste, un nom. Isadora Vidal. Veuve, 2 enfants. La maison était la mieux entretenue de la rue. Façade blanche, géranium violet, un mensonge bien maquillé. Il frappa à la porte. Isadora ouvrit. Son sourire était parfait. Ses yeux, non. Ils étaient comme 2 puits sombres. « Docteur, quelle surprise. Nous ne vous attendions pas. » Ricardo expliqua la raison de sa visite. Le recensement. La prévention. Isadora l'écouta avec une patience qui semblait étudiée. « Entrez, je vous en prie. Je vous en prie. Faites comme chez vous. » L'intérieur était sombre. Un froid. Malgré la chaleur extérieure. Dans un coin, assis par terre, se trouvaient Julian et Valeria. Ils ne levèrent pas les yeux. Ricardo s'approcha. « Bonjour, je suis le docteur Montes. » Silence. Isadora intervint. « Mes enfants sont timides. Ils ne sont pas habitués aux visites. » Sa voix était un fouet enveloppé de soie. Ricardo s'agenouilla. Il essaya de sourire. « Julian, quel âge as-tu » Le garçon leva les yeux. Pendant un instant, Ricardo vit l'abîme, la panique pure, puis le néant. Ses yeux se vidèrent. « 17, murmura-t-il. Son regard se détourna vers sa mère. « Et toi, Valeria » La jeune fille se recroquevilla. Elle rapetissa. 15 ans. Leurs voix étaient des échos, des fantômes dans leur propre maison. Ricardo remarqua quelque chose. Les mains de Julian. Elles étaient entrelacées avec celles de Valeria, fortement, comme s'ils craignaient d'être séparés. Et sur le cou de Valeria, une marque. Un bleu en forme de doigt. Ricardo eut un frisson. « Tu es tombée, Valeria ? Tu t'es fait mal ?» Avant qu'elle n'ait pu répondre, Isadora s'interposa. « Elle est maladroite, ma fille. » Elle l'a toujours été. Elle s'est cognée contre une porte. Elle se plaça entre Ricardo et les enfants. Un mur humain. « Merci de votre visite, docteur. Mais comme vous pouvez le constater, nous sommes en bonne santé. » C'était un ordre. Ricardo se leva. Le froid de la maison lui avait transpercé les os. Il regarda les frères une dernière fois. Ils étaient toujours allongés sur le sol, immobiles. Leurs mains étaient toujours jointes. 2 statues effrayantes. Ricardo quitta la maison. Le soleil de Sinaloa lui semblait agressif, faux. La façade blanche de la maison brillait. Se moquant de lui. Cet après-midi-là, il essaya de se renseigner. Il se rendit à l'épicerie. « La famille Vidal » commença-t-il.
Le commerçant haussa les épaules. Des gens bien. Très réservés. Il alla voir le prêtre. Un vieil homme au regard fatigué. Isadora est une femme pieuse. Et ses enfants sont très unis. Très unis. Encore cette phrase. C'était un code. Un mur de mots pour cacher la vérité. Cette nuit-là, Ricardo ne parvint pas à dormir. Dans l'obscurité de son cabinet, l'image des yeux de Juliane le hantait. Le bleu sur le cou de Valeria, les mains entrelacées, le silence. Ce n'était pas de la timidité, c'était de la terreur. Ce n'était pas une famille unie, c'était une prison. Ricardo ouvrit le dossier d'Isadora Vidal. Une feuille de papier presque vierge. Il sentit le poids de la responsabilité. Un poids physique. Il savait que s'il partait, s'il ignorait ce qu'il avait vu, personne d'autre ne viendrait regarder. Personne d'autre ne frapperait à cette porte. Et l'horreur continuerait, protégée par une façade blanche et des géraniums violets. Il décida de rester. Il décida de regarder. Il ne savait pas qu'en faisant cela, il était sur le point de descendre dans un enfer qu'il n'avait même pas imaginé dans ses pires cauchemars. La vérité l'attendait. Et elle était monstrueuse. Ricardo savait qu'il ne pouvait pas utiliser la force. Il ne pouvait pas appeler une police qui n'existait probablement pas ou qui était achetée pour garder le silence. Il devait utiliser le système contre lui-même. Son arme serait un formulaire. Ses munitions, la bureaucratie. Il inventa une campagne de vaccination, urgente, obligatoire, envoyée depuis la capitale. Il imprima de fausses affiches. Il créa des listes avec des cachets inventés. Il devint un petit mensonge efficace. Avec sa mallette remplie de seringues vides et le cœur battant à tout rompre, il se dirigea à nouveau vers la maison, à la façade blanche. Cette fois, il ne frappa pas à la porte. Il entra comme s'il en avait le droit. Comme s'il était le propriétaire des lieux. Isadora était dans le salon. Elle balayait, toujours en train de nettoyer, effaçant des traces invisibles. Elle le vit et se raidit. Le balai s'arrêta. « Docteur, je ne vous attendais pas. Campagne de vaccination obligatoire, Madame Vidal. Grippe de type B. J'ai reçu des ordres du ministère de la Santé. » Il montra les papiers. Le faux cachet semblait réel sous la faible lumière. Le mot « obligatoire » flottait dans l'air. Un mot qu'Isadora comprenait, une forme de contrôle. Mes enfants n'ont pas besoin de vaccin. Je m'occupe d'eux. Ce n'est pas facultatif, c'est la loi. La voix de Ricardo était froide, impersonnelle. Il était devenu un bureaucrate. Isadora l'étudia. Ses yeux sombres cherchaient une faille dans son armure. Elle n'en trouva pas. Elle soupira. Un soupir d'agacement. Ils sont dans leur chambre. Juliane et Valeria étaient assis sur le bord d'un lit. Ensemble. Toujours ensemble. La chambre était une cellule. Une seule petite fenêtre, en haut du mur. Pas de photos. Pas de livres. Pas de vie. Bien, je dois les examiner. Séparément. La voilà. La ligne à ne pas franchir. Le sourire d'Isadora s'évanouit. Non. Ce que vous avez à faire, vous le ferez ici, en ma présence. Madame, le protocole est clair. Confidentialité. Pour les ausculter correctement. Ricardo mentit avec l'aisance d'un professionnel. Ou je peux signaler votre manque de coopération. Cela aurait des conséquences. La peur du système, de ce monstre anonyme et lointain, fut plus forte que son besoin de contrôle immédiat. Elle fit un geste amer. Valeria d'abord. Juliane sort. Le garçon regarda sa sœur. Panique. Ça ne prendra que 5 minutes.
dit Ricardo, avec une douceur qu'il ne ressentait pas. Juliane sortit. Isadora resta sur le seuil de la porte, à surveiller. Vous aussi, madame. Dehors. Le regard qu'Isadora lança à Ricardo aurait pu brûler la peau. Mais elle sortit. Elle ferma la porte, mais resta là. Son ombre se découpait en dessous. Ricardo se tourna vers Valeria. La jeune fille tremblait de manière incontrôlable. « Valeria, je ne te ferai pas de mal. » Elle ne le regardait pas. Elle regardait la porte, l'ombre de sa mère. « J'ai besoin d'écouter ton cœur. S'il te plaît, soulève ton t-shirt. » Avec des doigts maladroits, elle s'exécuta. Et Ricardo retint son souffle. Il n'y avait pas que le bleu sur son cou. Son torse était une carte de douleurs anciennes. Des cicatrices blanches et fines sur ses poignets et ses chevilles. Des marques de liens. Des bleus jaunâtres et violacés sur ses côtes. Anciens et récents. Une chronique de violence constante. Dans son dos, une brûlure circulaire en forme de cigarette. Ricardo sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. Le stéthoscope dans ses mains lui semblait être un morceau de glace. La pièce sentait les vêtements rangés et la peur. Une peur rance, imprégnée dans les murs. Il approcha le diaphragme froid de sa poitrine. Le cœur de Valeria battait à tout rompre, de manière effrénée, comme celui d'un oiseau pris au piège dans une cage. « Qui t'a fait ça, Valeria ?» Silence. Seul le bruit de son cœur terrifié. « Ta mère » murmura Ricardo. Une seule larme épaisse coula sur la joue de la jeune fille. Et elle acquiesça. Une seule fois. Un mouvement presque imperceptible. La vérité était si simple et si monstrueuse. L'air devint lourd, irrespirable. Ricardo baissa le chemisier de la jeune fille. Ses mains tremblaient. Son professionnalisme s'était effondré. Il n'était plus qu'un homme face à l'horreur pure. « Merci, Valeria. Tu peux sortir maintenant. » La jeune fille s'enfuit en courant, comme si elle fuyait un incendie. « Juliane, à toi !» Le garçon entra. Il regarda le visage de Ricardo, et il sut que le médecin savait. Ses épaules s'affaissèrent. La petite étincelle de défi que Ricardo avait vue la première fois s'était éteinte. Il ne restait que des cendres. Ricardo n'essaya pas de l'examiner. Il savait ce qu'il allait trouver. Il s'assit sur le lit, à côté de lui. Il sortit un petit carnet et un stylo de sa poche. « Tu n'as pas besoin de parler, Juliane. » Il mit le carnet et le stylo dans les mains du garçon. « Dessine ce que tu ressens. » Juliane regarda la feuille blanche. Pendant une longue minute, il ne bougea pas. Puis, avec une rapidité fébrile, sa main se mit à voler sur la page. Il ne dessina pas. Il écrivit, encore et encore, le même mot. À l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide. Il remplit la page. L'encre coulait sous la pression désespérée de sa main. Puis, il dessina quelque chose au dos. Une maison. Une maison avec des barreaux aux fenêtres. À l'intérieur, 2 petites silhouettes. Un garçon et une fille, main dans la main. Et au-dessus de la maison, une silhouette géante. Une femme avec un sourire cauchemardesque et des yeux vides. À ce moment-là, la porte s'est ouverte brusquement. C'était Isadora. Elle avait perdu patience. Elle a vu le cahier dans les mains de son fils. Elle le lui a arraché. Ses yeux ont parcouru les mots. Ils ont vu le dessin. Le monde s'est arrêté. Le silence qui a suivi était plus terrifiant que n'importe quel cri. Isadora leva les yeux. Le masque de la mère respectable, de la voisine aimable, ne tomba pas. Il se désintégra. Ce qui regardait Ricardo n'était plus humain. C'était une fureur primitive, l'incarnation de la folie. « Traître !» siffla-t-elle. Le mot s'adressait à Juliane.
Ricardo sentit le goût métallique de la panique dans sa bouche. Le cri d'Isadora, lorsqu'il finit par sortir, n'était pas un son. C'était une onde de choc qui secoua la pièce. Un hurlement animal, plein de haine et d'une douleur tordue, elle se jeta sur Julian, non pas pour le frapper, pour l'étreindre. Une étreinte possessive, étouffante. « À moi! Il est à moi! Personne ne me l'enlèvera !» Ricardo s'interposa. Il attrapa Isadora par les épaules. Sa force était incroyable, la force de la folie. Il le poussa contre le mur. Le choc lui coupa le souffle. Julian et Valeria étaient recroquevillés dans un coin, pleurant en silence. Ricardo profita de l'instant. Il sortit de la pièce, courut dans le couloir sombre, quitta la maison. Il ne s'arrêta pas. Elle courut dans la rue poussiéreuse, sans se retourner. Mais elle pouvait sentir la maison derrière elle. La façade blanche, les géraniums violets. Ce n'était plus une maison. C'était la pierre tombale de 2 enfances volées. Pour comprendre la folie d'Isadora, il faut voyager dans le passé. Dans un autre village poussiéreux, dans une autre maison où le silence pesait trop lourd. Isadora n'était pas née monstre. Les monstres se fabriquent. Son père était un homme aux mains dures et à l'âme sèche. Un homme qui croyait que l'amour était une faiblesse et l'obéissance une vertu. Elle avait un frère, Elias, de 2 ans son aîné, son seul allié. Dans ce monde de silence et de peur, Elias était son refuge. Ils jouaient à cache-cache. Ils se racontaient des histoires à voix basse. Un jour, leur père les a surpris. Isadora avait 10 ans, Elias 12. Ils étaient dans la grange, main dans la main. Ils se confiaient un secret. Leur père n'a pas vu 2 enfants. Il a vu un péché. Il a vu un défi. Il a traîné Elias dehors. Isadora a entendu les coups. Le bruit sourd de la boucle de la ceinture contre la chair. Elle a entendu les pleurs de son frère. Cette nuit-là, Elias est parti. Il a simplement disparu. Il est parti en ville pour chercher du travail, a dit son père. Il nous a abandonnés, a dit sa mère. Isadora savait qu'il mentait. Dans les yeux de son père, elle a vu la vérité. Pas de remords, de la satisfaction. Il avait extirpé la faiblesse. Athènes, en fait, c'était la faiblesse pamasse de sa maison. Isadora est restée seule. Le silence est devenu absolu. Elle a appris à survivre. Elle a appris à sourire quand elle avait envie de pleurer. À obéir quand elle avait envie de crier. Elle a appris à mentir. Surtout à elle-même. Elias n'était pas parti. On le lui avait enlevé. L'amour était dangereux. La seule façon de protéger quelqu'un était de l'enfermer, de le posséder. À 18 ans, elle s'est mariée. Avec un homme bon, plus âgé qu'elle. Un homme qui la voyait comme une enfant fragile, qui avait besoin de protection. Elle s'est enfuie de la maison de son père. Mais le poison était déjà dans ses veines. Quand Julian était né, Isadora a ressenti un amour qui l'a terrifié. Il était trop grand, trop pur. On pouvait le lui enlever. Comme Elias. 2 ans plus tard, Valeria est née. Son mari est mort peu après. Un accident à la campagne. Isadora se retrouva seule avec ses 2 enfants et avec ses fantômes. Le monde extérieur devint une menace. Chaque voisin, un voleur potentiel. Chaque étranger, un prédateur. La maison à la façade blanche devint sa forteresse et la prison de ses enfants. Cela commença petit à petit. Ne jouez pas dehors. Il y a des gens méchants. Ne parlez à personne. On ne peut faire confiance à personne. La peur que son père lui avait inculquée, elle la transmettait à ses enfants. Distillée, concentrée. Julian et Valeria ont grandi dans un monde à 2. Leur seul contact humain était leur mère. Et leur amour est devenu quelque chose de tordu,
parce qu'il ne connaissait rien d'autre. Pour Isadora, son amour incestueux n'était pas une perversion. C'était une sécurité. C'était le seul moyen de s'assurer qu'il ne partirait jamais, que personne ne les lui enlèverait. Juliane serait son nouveau Elias, et Valeria serait une version d'elle-même qui ne serait jamais abandonnée. Le mariage était l'aboutissement de son délire. Un acte sacré pour sceller leur pacte, pour créer une famille impénétrable, un univers fermé où sa loi était la seule loi. La violence n'était pas de la haine. Dans son esprit malade, c'était de la discipline. C'était le moyen de les garder purs, de les protéger du monde corrompu qui les guettait à l'extérieur. Chaque coup, chaque brûlure, chaque mot cruel était un acte d'amour. Un amour monstrueux, né de la douleur la plus profonde. Isadora n'élevait pas ses enfants. Elle reconstruisait son enfance brisée. Elle essayait de gagner une guerre qu'elle avait perdue des décennies auparavant. Et ce faisant, elle a créé un enfer personnel dont il n'y avait pas d'échappatoire. Car le geôlier et le prisonnier étaient la même personne. Son esprit était la cellule. Et le seul à détenir la clé était le fantôme d'un enfant nommé Elias, disparu depuis longtemps dans la poussière de Sinaloa. Ricardo courut jusqu'à en avoir les poumons en feu. Il ne s'arrêta pas à son cabinet. Il ne s'arrêta pas pour réfléchir. Il courut directement vers la seule autorité présente dans un rayon de 10 kilomètres, le bureau du syndic municipal. Un homme gros et en sueur, appelé Ramiro, assis derrière un bureau en métal rouillé. Ricardo entra, essoufflé, la panique encore dans les yeux. « Il faut faire quelque chose. Chez Isadora Vidal, ses enfants. » Ramiro leva les yeux de son mot croisé. Il le regarda sans intérêt, comme s'il voyait un moustique. « Calmez-vous, docteur. Que s'est-il passé ?» Ricardo tenta d'expliquer. Les mots se bousculaient. Les cicatrices, la chambre fermée, le cri d'Isadora, le dessin. Il parla pendant 5 minutes, le cœur sur la main, suppliant. Ramiro écouta bâillant une fois. Lorsque Ricardo eut terminé, épuisé, le syndic se cala dans son fauteuil, qui grinça en signe de protestation. « Écoutez, docteur. Isadora est veuve, une femme seule. La vie est dure ici. Parfois, elle lève la main sur les garçons. C'est pour qu'ils ne dérapent pas. » La réponse était si désinvolte, si monstrueusement normale, que Ricardo eut un violent haut-le-cœur. « Elle lève la main? Ils sont torturés !» Le garçon a écrit « Au secours » sur toute une page. Ramiro soupira, un soupir de bureaucrate fatigué. Des bouts de papier. Des ragots de village. « Vous êtes nouveau ici, docteur. Vous ne comprenez pas comment les choses fonctionnent. » Il se leva. Il se dirigea vers un classeur rouillé. Il en sortit un dossier. « Si vous voulez porter plainte officiellement, vous devez vous rendre à la mairie, au bureau du procureur. Remplissez le formulaire 3A. Vous avez besoin de preuves. » Non. Hystérie. Le mot hystérie fut comme un coup de poing au visage. Ricardo sentit l'adrénaline se transformer en une rage froide. Les preuves sont dans le corps de cette fille, dans les yeux de cet enfant. « C'est subjectif, » dit Ramiro, comme s'il discutait du prix du maïs. « Allez en ville, déposez votre plainte. Ils enverront quelqu'un. » Dans 1 mois, ou 2. 1 mois, ou 2. L'image de Juliane et Valeria, seules face à la fureur de leur mère, le frappa avec une force physique. Ricardo sentit le froid des murs du cabinet dans son dos. Le goût métallique de la peur. Le système n'était pas conçu pour aider, il était conçu pour se protéger, pour maintenir le statu quo. L'horreur n'était pas un problème à résoudre.
C'était un dossier à classer. Il sortit du bureau. Le soleil lui frappa le visage. Le monde semblait irréel. Il prit sa décision à cet instant. Il roula 2 heures jusqu'à la capitale du département. Il trouva le parquet, un bâtiment en béton gris qui semblait transpirer sous le soleil. Il attendit 3 heures sur une chaise en plastique orange. Finalement, une femme au regard fatigué et au tailleur froissé l'appela. Agent Carmen Mendoza. Ricardo raconta à nouveau l'histoire. Cette fois, il fut méthodique, clinique. Il décrivit les cicatrices avec une terminologie médicale. Il décrivit le comportement des garçons avec une précision psychologique. Il ne montra aucune émotion, seulement des faits. Carmen Mendoza prit des notes. Son stylo bougeait sans arrêt. Pour la première fois, Ricardo ressentit une lueur d'espoir. Elle semblait compétente. Elle semblait écouter. Nous devons sortir ces enfants de là. Aujourd'hui, dit Ricardo à la fin. Carmen cessa d'écrire. Elle le regarda. Docteur Montes, je comprends votre urgence, mais je ne peux pas simplement entrer dans une maison. J'ai besoin d'un mandat. Et pour obtenir un mandat, j'ai besoin d'une plainte officielle déposée par un membre de la famille directe, ou de preuves irréfutables. Je suis la preuve, je l'ai vu. Vous êtes un tiers. Votre témoignage aide, mais il n'est pas suffisant. Le dessin de l'enfant, c'est une preuve circonstancielle. Ricardo passe ses mains dans ses cheveux. La frustration lui nouait la gorge. Que vous faut-il alors? Que je trouve la fillette morte? L'agent resta impassible. Ce dont j'ai besoin, c'est que vous convainquiez l'un des garçons de parler, de porter plainte. Emmenez-les dans un endroit sûr, amenez-les ici, et j'agirai. Elle lui demandait de revenir, de se jeter à nouveau dans la gueule du loup, et de sortir les agneaux, seul. Vous ne pouvez pas envoyer une patrouille avec moi? Carmen Mendoza sourit. Un sourire sans joie. Docteur, nous avons 3 patrouilles pour toute la municipalité. Et en ce moment, 2 d'entre elles s'occupent d'un affrontement dans la montagne. La 3e est à court d'essence. Bienvenue au Mexique. Elle lui tendit une carte. Quand vous les aurez, appelez-moi. Sur mon portable. À n'importe quelle heure. Ricardo sortit du bâtiment en béton. Il se sentait plus seul que jamais. Le système n'était pas un bouclier, c'était un labyrinthe. Et il y était perdu, avec 2 vies qui dépendaient de sa capacité à trouver la sortie. Alors qu'il roulait vers le village, le soleil se couchait, le ciel se teinta d'orange et de violet. C'étaient les couleurs des ecchymoses sur le corps de Valeria. Ricardo serra le volant. Ses jointures étaient blanches. L'espoir avait disparu. Il ne restait plus qu'une détermination glaciale. Si le système ne pouvait pas aider, il le ferait lui-même. Même si c'était la dernière chose qu'il ferait. L'échec du système ne serait pas la fin de l'histoire. Ce serait le début de sa propre guerre. Ricardo ne retourna pas à la maison. Il savait que ce serait inutile. Un suicide. Il attendit. Il se cacha dans la pénombre de son cabinet, observant la rue. Il vit Isadora sortir pour acheter des tortillas. Son visage était un masque de normalité. Une normalité tendue, sur le point de se briser. C'était sa chance. Il courut vers l'arrière de la maison. La cour était un petit désert de terre craquelée. La fenêtre de la chambre des enfants. Petite. Haute. Il traîna un vieux tonneau métallique qu'il trouva abandonné. Il grimpa dessus. La fenêtre était fermée par un simple loquet à l'intérieur. Mais la vitre était sale, presque opaque. Il frappa doucement. « Juliane. Valeria. C'est moi, Ricardo. » Silence. «
Juliane, s'il te plaît, nous devons partir. Maintenant. Il vit une ombre bouger. Un œil apparut dans un coin de la vitre. C'était Juliane. Maman va nous tuer, murmura le garçon à travers la vitre. Sa voix n'était qu'un fil. Pas si nous partons maintenant. Il y a un endroit sûr, il y a des gens qui nous aideront. Ricardo mentit. Il n'y avait personne, il n'y avait que lui. On ne peut pas. La porte est fermée à clé. Ricardo regarda la fenêtre. Le cadre était en bois pourri. Juliane, tu dois casser la vitre. Ça va faire du bruit. Je sais. Fais-le maintenant. Nous n'avons pas le temps. Il y eut une pause. Ricardo retint son souffle. Il pouvait entendre les battements de son propre cœur dans ses oreilles. Puis, un bruit sourd, un coup, et un autre. Le bruit d'un poing frappant la vitre. Ricardo vit la main de Juliane, enveloppée dans un morceau de tissu. Elle saignait. La vitre se fissura. « Plus fort !» insista Ricardo. Un autre coup. La vitre céda. Elle tomba à l'intérieur, dans un bruit sourd. Juliane passa la main par l'ouverture. Il retira le loquet. Il ouvrit la fenêtre. Son visage était pâle. Il avait une coupure au front, fraîche. Isadora l'avait déjà puni pour sa trahison. « Valeria ne veut pas venir », dit Juliane. Ricardo regarda à l'intérieur. Valeria était recroquevillée dans un coin. Elle secouait la tête. La peur la paralysait. « Juliane, sors le premier, vite !» Juliane sauta. Ricardo l'attrapa. Le garçon n'avait plus que la peau sur les os. « Valeria, s'il te plaît », supplia Ricardo à la silhouette dans le coin. « C'est notre seule chance. » Valeria leva les yeux. Son regard était vide. Elle était comme une poupée cassée. À ce moment-là, ils entendirent la clé dans la serrure de la porte d'entrée. Isadora était de retour. Juliane fut pris de panique. « Partons ? Elle va nous trouver. » Ricardo prit la décision la plus difficile de sa vie. « Monte dans la voiture. Elle est derrière l'église. Ne t'arrête pas. » Il lui tendit les clés. « Et toi ? Et Valeria ? Je vais la chercher. Maintenant, cours. » Juliane courut. Sa silhouette mince disparut dans la ruelle. Ricardo sauta dans la pièce. Il atterrit sur le sol poussiéreux. Valeria hurla, effrayée. « Calme-toi, c'est moi. » Ils entendirent les pas d'Isadora dans le couloir. Ils se rapprochèrent de la chambre. « Valeria, nous devons sauter. Maintenant. » Ricardo l'attrapa. Il essaya de la soulever. Elle résista. « Non. Ça va me faire mal. Ça va me faire mal. » Elle était prisonnière de sa propre terreur. Programmée pour ne pas s'échapper. La poignée de la porte commença à tourner. Isadora avait trouvé la porte fermée de l'intérieur. « Juliane, Valeria, ouvrez cette porte. » Sa voix était un grognement. Puis, un coup furieux contre le bois. « Je sais que tu es là, espèce de salaud de docteur. » Ricardo n'essayait plus de raisonner Valeria. Il la porta dans ses bras. La jeune fille était incroyablement légère. Il se dirigea vers la fenêtre. À ce moment-là, la porte a volé en éclats. Isadora est entrée dans la pièce. Ses yeux étaient deux braises ardentes. Elle a vu Ricardo avec Valeria dans ses bras, sur le point de sauter. Le cri qu'elle a poussé n'était pas de ce monde. Elle s'est jetée sur eux, pas comme une mère, comme une louve défendant son petit. Ses ongles se sont enfoncés dans le bras de Ricardo, profondément. Il ressentit une douleur aiguë, mais ne la lâcha pas. Il poussa Valeria par la fenêtre. La jeune fille tomba de l'autre côté, sur la terre meuble. Ricardo tenta de la suivre, mais Isadora s'agrippa à sa jambe. Sa force était démentielle. Ricardo tomba en arrière, à l'intérieur de la pièce. Isadora était sur lui.
Ses mains cherchaient sa gorge. Son visage était déformé par la haine. « Tu me les voles. Comme Elias, pas toi. » Ricardo se débattit. Il donna des coups de pied. Il essaya de la repousser. Elle lui mordit la main. Il sentit le goût de son propre sang. Dehors, il entendit le moteur de la voiture. Julian avait réussi. Il partait. Ce bruit donna à Ricardo la force dont il avait besoin. Il poussa Isadora de toutes ses forces. Elle tomba sur le côté, se cognant la tête contre le bord du lit. Elle resta immobile pendant une seconde. Ricardo en profita. Il sauta par la fenêtre. Il atterrit mal. Il ressentit une douleur aiguë à la cheville. Valeria était par terre, en pleurs. Il la souleva. « Allez !» Ils boitillèrent dans la ruelle. La douleur dans sa cheville était atroce. Il entendit un autre cri provenant de la maison. Isadora avait repris ses esprits. Ils arrivèrent dans la rue principale. Il n'y avait personne. Tout le village s'était caché. Ils étaient devenus des fantômes. Ricardo et Valeria, boitant, courant, fuyant vers nulle part. La guerre n'était pas terminée. Elle venait à peine de commencer. La fin n'a pas été une descente de police. Il n'y a pas eu de sirène, ni de justice expéditive. Julian a roulé sans but pendant 1 heure, jusqu'à ce qu'il tombe sur un barrage militaire. Les soldats, voyant un garçon ensanglanté et en état de choc, l'ont arrêté. Julian n'a pu que donner le nom du village et celui du médecin. Ricardo et Valeria ont marché dans le désert pendant des heures. La cheville de Ricardo a enflé jusqu'à atteindre la taille d'un pamplemousse. Valeria, dans son état second, marchait simplement à ses côtés. Une patrouille rurale les a trouvés à l'aube. Déshydratés, blessés, brisés. Isadora a été retrouvée dans la maison, assise sur le sol de la pièce vide, chantant une berceuse. Elle n'a pas résisté à son arrestation. C'était comme si, en perdant ses enfants, son monde s'était éteint. Elle a été emmenée dans un hôpital psychiatrique. Diagnostic, psychose délirante, trouble de la personnalité borderline. Une multitude d'étiquettes pour décrire une âme brisée. Julian et Valeria ont été placés sous la tutelle de l'État. Séparés. Le système, dans son infinie sagesse, a décidé que leur lien était malsain. Ils ont été envoyés dans différents centres d'accueil. Ricardo a passé des semaines à l'hôpital. Sa main infectée, sa cheville cassée. À sa sortie, il a essayé de les retrouver. Il s'est heurté à un mur de bureaucratie. Information confidentielle. Protection des mineurs. L'agent Mendoza lui a dit au téléphone « Vous avez fait votre part, docteur. Maintenant, laissez-nous faire la nôtre. » Mais ils ne faisaient rien. Ils traitaient des dossiers. Ils archivaient. 1 an plus tard, Ricardo a reçu une lettre. Elle était de Julian. Il avait appris à écrire correctement. Il lui racontait qu'il était dans une école technique, qu'il apprenait la mécanique. À la fin de la lettre, il y avait un post-scriptum. Parfois, la nuit, je sens encore sa main dans la mienne. Celle de Valeria. Pensez-vous que je pourrais un jour l'oublier ? Ricardo n'a jamais répondu à la lettre. Que pouvait-il lui dire ? La vérité était trop cruelle. Julian et Valeria ne se sont jamais revus. Avec le temps, Julian s'est ouvert. Il a découvert un talent pour la musique. Le piano est devenu son nouveau langage. Il a trouvé un moyen de transformer sa douleur en quelque chose de beau. Valeria n'a pas eu cette chance. Le silence l'a complètement engloutie. Elle est passée d'un centre à l'autre. On lui a diagnostiqué un mutisme sélectif et un stress post-traumatique complexe. Elle s'est perdue dans les couloirs gris du système social. Un dossier de plus dans un classeur rouillé. La maison à la façade blanche a été abandonnée. Les géraniums ont fané. La peinture s'est écaillée.
Les habitants du village ne parlent jamais de ce qui s'est passé. C'est un secret de plus, enfoui sous la poussière de Sinaloa. Une blessure qui n'a jamais cicatrisé. Car certaines horreurs n'ont pas de fin heureuse. Certaines batailles, même lorsqu'elles sont gagnées, laissent tout le monde vaincu. Celle-ci en faisait partie. Une histoire d'amour si tordue qu'il s'est transformé en haine. Et d'un système si indifférent qu'il en est devenu complice. Une histoire qui nous rappelle que les pires monstres sont souvent ceux qui jurent de nous protéger. Je suis Matteo Del Valle, et rendez-vous dans la prochaine Réalité interdite.